La chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve. David, merci de nous rejoindre comme tous les mercredis. Vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Et aujourd'hui, vous nous parlez bien sûr de la bataille de la réforme des retraites et plus précisément de la délicate position d'Elisabeth Borne. Et oui, la première ministre survivra-t-elle à l'épreuve de la réforme des retraites ? Bien sûr, ce qui se joue, c'est d'abord dans cette réforme la suite du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et la capacité de celui-ci à poursuivre ou non les réformes jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 2027. C'est ce qui sera d'abord évidemment déterminé par l'issue de la confrontation politique actuelle. Mais un autre enjeu, et non des moindres, se cache derrière cette confrontation, c'est l'avenir à moyen terme de la chef du gouvernement. C'est aussi ce qui se joue ces semaines-ci en arrière-plan des grandes manœuvres pour inscrire dans la loi le recul de l'âge légal de départ en retraite, je le rappelle, de 62 à 64 ans. Et comment ça se présente pour la première ministre ? Alors, il y a un point incontestable, c'est que la bataille de l'opinion, elle semble fort mal engagée pour le gouvernement, si ce n'est d'ores et déjà perdue. 2/3 des Français au moins se déclarent immanquablement opposés au recul de l'âge légal, et ce dans toutes les enquêtes d'opinion. Et puis, ça commence à colorer aussi un petit peu l'image de la première ministre, qui, vous l'avez vu, commence à subir des attaques sur sa dureté, sur son manque d'empathie, son manque de prise en considération des classes populaires, mais ça ne condamne en rien la destinée de cette réforme et la suite des opérations, puisque vous avez remarqué, Steve, vous à qui rien n'échappe, qu'après des signes inquiétants pour l'exécutif lors des 2 premières journées de mobilisation, eh bien la troisième, c'était hier, a souligné des premiers signes d'essoufflement, une affluence en baisse. Alors, je vous l'accorde, il est impossible pour l'heure de présager de quel côté penchera la balance, de quel côté la pièce tombera, et si cette mobilisation elle va perdurer ou au contraire, elle va décroître. On aura déjà un début de réponse samedi après la deuxième journée de manif de la semaine, que certains annoncent massive, mais en tout cas, rien n'est joué. Alors voilà pour la rue, David. Qu'en est-il maintenant à l'Assemblée nationale ? C'est la même incertitude concernant l'affrontement qui se déroule au Palais Bourbon. Alors certes, la guérilla parlementaire va être âpre, comme l'a montré la première journée de débat, extrêmement vive dans l'hémicycle lundi. Les insoumis vivent là leur quart d'heure warolien, comme dirait le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, leur quart d'heure de gloire, et ils n'ont pas l'intention de laisser passer si belle occasion de se faire remarquer. Quant aux députés du Rassemblement national, vous l'avez constaté, ils ne pipent mot ou presque, mais ils ont bien l'intention de capitaliser sur cette séquence et d'en engranger les dividendes politiques. Alors, il n'est pas certain, cependant, compte tenu de l'apport d'une large partie du groupe républicain, d'une part, et puis de la procédure choisie, celle de débat accéléré avec l'article 47.1. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est une procédure qui permet d'aller plus vite que d'habitude. Pas certain, donc, que la réforme s'échoue sur ses écueils parlementaires, bien au contraire. Puis je rappelle qu'Elisabeth Borne, elle a toujours, même si elle s'y refuse, la possibilité d'user de l'arme atomique, celle du 49.3. Mais là encore, eh bien, ça abîmerait encore un petit peu plus son image. Donc si je vous comprends bien, David, tout n'est pas perdu pour la chef du gouvernement. Alors le pire n'est pas assuré, je vous le confirme, Steve, pour Elisabeth Borne, qui pourrait à la fois avoir sa réforme adoptée sans trop de dégâts au Parlement, et puis la mobilisation s'essouffler parallèlement si les chiffres d'hier se confirment lors des prochaines journées. Mais ça ne garantit pas pour autant à la Première ministre des lendemains qui chantent, car c'est elle qui, sur son nom et sa personne, en est venue à incarner cette réforme si impopulaire. Pourquoi ? Parce que le ministre en charge, Olivier Dussopt, je rappelle ce qu'est le ministre du Travail qui porte ce dossier par statut, mais il se révèle un peu trop tendre, un peu trop inexistant politiquement pour porter une telle charge politique sur ses épaules. On l'a vu lundi, il essayait de faire un discours et puis il a dû renoncer quasiment face à la bronca des députés de l'opposition et des insoumis. Et puis il y a Emmanuel Macron, bien sûr, qui est certes le principal promoteur et le pilote numéro 1 de cette réforme, mais vous avez remarqué, Steve, qu'il a pris soin ces dernières semaines de laisser à sa chef du gouvernement le soin de mettre les mains dans le cambouis, d'être en première ligne. Alors il met des petites cartes postales. La première journée, c'était à Barcelone. À chaque fois, il se rappelle au bon souvenir des Français. Mais très clairement, il laisse la chef du gouvernement opérer seule et aux manettes. Et elle pourrait finir par payer l'addition ? Mais oui, et ce, quelle que soit l'issue de la réforme. Je rappelle qu'Alain Juppé, pour faire un peu d'histoire, en décembre 95, lui, il avait été contraint de reculer face à l'ampleur de la mobilisation. Une France totalement bloquée. Vous êtes trop jeune, Steve. Je m'en souviens. Vous souvenez pas ? Je m'en souviens. J'étais en sixième. Bon, voilà, c'était quand même un blocage absolu. Mais il était extrêmement impopulaire à cause de cette réforme. Mais il était tout de même resté en poste jusqu'à la dissolution de 97, presque 1 an et demi. C'était quand même très long.
Près d'un quart de siècle plus tard, c'est presque le contraire. Même si l'actuelle réforme passait, il n'est pas certain que sa promotrice Elisabeth Borne y survive politiquement parce qu'elle resterait, une fois de plus, inexorablement associée à ce projet de loi rejeté par l'opinion et qu'elle finirait par subir le même sort qu'Alain Juppé et que sa réforme, celui de l'impopularité. Et je ne parle même pas de l'hypothèse d'une dissolution qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois menacé de mettre en œuvre en cas de blocage. Bref, Elisabeth Borne a tout à perdre, mais très peu à gagner. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, David, vous qui l'avez interviewée il y a quelques jours? Alors effectivement, nous l'avons interrogée pour le journal du dimanche, une interview publiée donc dimanche. La principale intéressée interrogée sur son avenir nous l'assurait. Ouvrez les guillemets, je ne me pose pas ce genre de questions, Il est primordial pour notre pays de préserver notre modèle social et de solidarité. C'est le mandat que m'a donné le président. Cela dépasse largement ma personne. Fin de citation. Alors, j'ai envie d'ajouter que sa personne pourrait bien être à son tour dépassée par cette délicate réforme extrêmement sensible et explosive politiquement, y compris, et c'est peut-être injuste, mais la politique, vous le savez, Steve, est injuste, y compris si elle parvenait à conduire cette réforme à bon port. David, je le disais tout à l'heure, 21h OM Paris Saint-Germain Coupe de France, mais surtout, ça reste entre nous, la nouvelle émission politique de Radio J. Qui composera votre plateau du soir? Alors, nous aurons ce soir F. Chestel de Libération, Valérie Nataf, qu'on ne présente plus, mais qui est quand même éditorialiste à LCI TF1, et Gilles Bornstein, rédacteur en chef à France Télévisions. Nous parlerons bien sûr de cette réforme des retraites, de la délicate position du gouvernement, de la bataille parlementaire. Je sais que c'est difficile de choisir entre un PSG OM. J'ai une solution. On met la télé sans le son. Absolument. On peut mettre la télé sans son, voire écouter l'émission en replay, puisqu'elle sera disponible notamment sur le site de Radio J. Absolument, en podcast, mais aussi sur notre page YouTube. Merci beaucoup, David Rodon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef politique. Vous ne me demandez pas le pronostic pour PSG OM? J'y viens. Le pronostic, je sais que votre cœur bat pour Paname. Un pronostic donc? Je crois que Paname n'est pas en forme ces derniers temps, mais va quand même trouver les ressources mentales à moins d'une semaine du grand match contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Vous disiez que c'était la mère des batailles. La mère des batailles, la Champions League, mais je pense que Paris s'imposera, peut-être pas de très loin, mais Paris s'imposera au Vélodrome. Merci David, bonne soirée.